Mes parents ont brisé les doigts de ma fille de 6 ans avec un marteau parce qu'elle avait demandé pourquoi ma nièce avait eu du steak alors qu'elle avait eu des restes moisis. Sois heureuse que ce ne soit que tes doigts sans valeur. La prochaine fois, ce sera ta bouche, comme ça tu ne pourras plus jamais parler ou mâcher, a ri sadiquement mon père tout en écrasant complètement les os. Les déchets dégoûtants comme toi ont des restes et devraient être reconnaissants qu'on ne te jette pas à la poubelle, là où est ta place, a craché ma mère avec une haine pure. Quand je les ai confrontés, ils ont crié, comment veux-tu que nous agissions devant de la racaille? Nous te rendons service en la corrigeant. J'ai pris ma fille en pleurs et je leur ai servi une vengeance qu'ils n'ont pas pu avaler. Les lumières fluorescentes de la salle d'urgence me brûlaient les yeux alors que j'étais assise dans la salle d'attente, serrant mon téléphone jusqu'à en avoir les jointures blanches. Ma fille, Nora, était derrière ses portes battantes, sa petite main examinée par des médecins qui n'arrêtaient pas de me poser des questions auxquelles je ne pouvais répondre sans exposer le monstre qu'était devenu ma famille. L'image de ses petits doigts, enflés et tordus dans des angles anormaux, était gravée dans mon cerveau. Comment pouvais-je leur dire ce qui s'était réellement passé, que mes propres parents avaient fait cela à mon enfant de 6 ans? Je m'appelle Isabelle Williams, j'ai 32 ans, je suis mère célibataire, et jusqu'à hier, je croyais que je remettais enfin ma vie sur les rails. Maintenant, j'étais assise dans un hôpital à 2 heures du matin, essayant de trouver comment expliquer ce qui s'était passé sans avoir l'air complètement folle. Parce que qui me croirait? Qui croirait que mes parents, des membres respectés de la communauté, des pratiquants assidus et des grands-parents attentionnés pour les enfants de mon frère, feraient délibérément du mal à leur propre petite fille? La vérité était un cauchemar que j'avais vécu toute ma vie mais que je m'étais en quelque sorte convaincu n'était plus réel. Une infirmière s'est approchée, sa blouse médicale ornée de personnages de dessins animés qui semblaient d'une gaieté moqueuse dans les circonstances. Le médecin sera bientôt avec vous, a-t-elle dit, ses yeux s'attardant un instant de trop sur le sang séché qui tachait encore mon chemisier. J'ai hoché la tête en silence, incapable de former des mots qui ne se dissoudraient pas en sanglots. Mon téléphone a de nouveau vibré, le 14e appel de mon frère, Thomas, au cours de la dernière heure. Je l'ai mis en silencieux sans regarder. Que pouvais-je bien lui dire? Que nos parents, les personnes qui nous ont élevés, étaient des monstres portant une peau humaine? Que l'enfant chéri de la famille avait été aveugle à l'obscurité qui gangrenait notre maison d'enfance? Madame Williams? Un médecin en blouse bleue s'est approché, un presse-papier à la main. Je suis le docteur Reynolds. Nous avons terminé les radiographies de la main de Nora. 3 de ses doigts présentent de multiples fractures. Ce type de blessure nécessite une force considérable appliquée délibérément. J'ai dégluti difficilement. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle aura besoin d'une intervention chirurgicale pour remettre les os en place. Nous avons appelé notre spécialiste en orthopédie pédiatrique. Le docteur Reynolds s'est assise à côté de moi, baissant la voix. Isabelle, notre assistante sociale devra vous parler de cette blessure. Le schéma suggère un traumatisme intentionnel. Les murs semblaient se refermer sur moi. Ma poitrine s'est serrée tandis que 26 ans d'instinct de survie me hurlaient de tout nier, de protéger mes parents, de trouver une explication qui ne déchirerait pas ma famille. C'est ce que j'avais toujours fait. Mais ensuite, j'ai pensé au visage terrifié de Nora alors que mon père abattait le marteau sur sa petite main. J'ai pensé à ses cris qui me hanteraient pour le reste de ma vie. J'ai pensé à ses yeux confiants, me demandant silencieusement pourquoi je ne la protégeais pas. C'est mon père qui lui a fait ça, ai-je murmuré, la voix brisée. Ma mère regardait. Le comportement professionnel du médecin s'est légèrement fissuré, révélant un éclair d'horreur avant qu'elle ne se reprenne. Je vais contacter notre assistante sociale et les autorités. Et Isabelle, nous avons des ressources ici, des conseillers, des défenseurs des droits. Vous n'avez pas à affronter cela seul. Mais j'étais seul. J'avais toujours été seul, même dans une maison remplie de gens qui étaient censés m'aimer. Une assistante sociale nommée Janet est arrivée la première, suivie 1 heure plus tard par 2 officiers de police, le détective Marcus et l'officier Sterling. Ils m'ont interrogé séparément dans une petite salle de conférence, posant des questions détaillées sur l'incident et notre situation de vie. Madame Williams, est-ce que quelque chose de ce genre est déjà arrivé auparavant, a demandé doucement le détective Marcus. J'ai hésité, le vieil instinct de protéger, de minimiser, de nier mon temps comme de la bile dans ma gorge. Pas à Nora, pas physiquement. Mais il y a eu des incidents, des abus verbaux envers nous deux. Et envers vous quand vous étiez enfant? La question est restée en suspens entre nous.
Comment pouvais-je bien condenser une vie entière d'abus systématiques en une simple réponse? Nous allons devoir arrêter vos parents ce soir, a dit l'officier Sterling après que je leur ai donné notre adresse et une déclaration détaillée. Avez-vous un endroit sur où aller? Je n'en avais pas. Nous n'avions nulle part où aller, pas d'argent à nous. Mes parents contrôlaient tout, mon logement, mes transports, même mon emploi à temps partiel dans le cabinet comptable de leur ami. Nous pouvons aider avec un logement d'urgence, a dit Janet en me tendant une carte. Ce refuge est spécialisé dans l'aide aux familles qui fuient la violence domestique. 4 heures plus tard, j'étais assise dans une petite chambre d'hôpital à regarder Nora dormir. Sa main droite était enveloppée de bandages, de petites broches maintenant ses os brisés ensemble. La police avait arrêté mes parents à leur domicile vers 4 heures du matin. Les services sociaux avaient ouvert une enquête sur notre cas. Janet s'était montrée étonnamment compréhensive une fois qu'elle avait réalisé l'ampleur de notre situation. Il est courant pour les victimes d'abus de normaliser leur expérience, a-t-elle expliqué. De croire qu'elles méritent le traitement qu'elles reçoivent ou que ce n'est pas vraiment de l'abus du tout. J'aurais dû mieux la protéger, ai-je murmuré en regardant la poitrine de Nora se soulever et s'abaisser à chaque respiration. J'aurais dû partir il y a des années. Quitter une situation abusive est compliqué, a répondu Janet. Surtout quand les agresseurs contrôlent votre logement, vos finances et votre système de soutien. L'important, c'est que vous protégez votre fille maintenant. Mais le faisais-je? Nous n'avions nulle part où aller, aucune ressource à nous. J'avais économisé en secret pendant des années, mettant de côté de petites sommes chaque fois que possible, mais ce n'était pas suffisant pour repartir à zéro. Janet m'a tendu une autre carte. C'est pour un refuge pour femmes. Elles peuvent aider avec un logement d'urgence, une aide juridique, des conseils, tout ce dont vous avez besoin pour vous remettre sur pied. J'ai pris la carte d'un air absent, fixant la bouée de sauvetage qu'elle représentait. Toutes ces années, je m'étais convaincu que je devais rester avec mes parents pour le bien de Nora, pour la stabilité, pour la sécurité financière. Mais à quoi bon la stabilité si elle avait un prix si terrible? Grandir en tant que deuxième enfant dans la famille Williams signifiait vivre dans l'ombre de mon frère aîné, Thomas. Il avait 3 ans de plus et était l'enfant chéri, athlétique, charismatique, ambitieux, tout ce que mes parents valorisaient. Moi, je ne l'étais pas. Dès mes plus anciens souvenirs, la distinction était claire. Thomas avait des vêtements neufs, j'avais des vêtements de seconde main. Thomas recevait des encouragements et des éloges, je recevais des critiques et des corrections. Thomas recevait de l'amour, j'étais toléré. Je me souviens d'une fois, quand j'avais 8 ans et Thomas 11, où j'ai ramené un A à un test de mathématiques. J'avais étudié pendant des jours, désespéré d'obtenir le genre d'approbation que Thomas recevait si facilement. Mon père a jeté un coup d'œil à la feuille, a froncé les sourcils et a demandé « Pourquoi pas un A+» La même semaine, Thomas a ramené un B en anglais, et mes parents l'ont emmené manger une glace pour célébrer ses efforts. Ces petites cruautés se sont accumulées au fil des ans, me façonnant en quelqu'un qui attendait peu et s'excusait constamment d'exister. À l'adolescence, j'avais appris à me rendre invisible, à parler doucement, à prendre le moins de place possible et à ne jamais, jamais contredire mes parents. L'abus physique était sporadique mais mémorable. Une gifle pour avoir répondu. Un bras tordu pour avoir été maladroite. Être enfermé dans le placard du sous-sol pendant des heures pour diverses infractions. Rien qui ne laissait de marque permanente. Rien qui ne pouvait être expliqué comme des accidents ou ma propre maladresse. J'ai appris à cacher les bleus, à mentir de manière convaincante sur les blessures, à protéger l'image de la famille à tout prix. Quand je suis tombée enceinte de Nora à 26 ans, non mariée et abandonnée par son père, cela n'a fait que confirmer ce que mes parents avaient toujours cru, j'étais la déception de la famille. Mais ils ont vu une opportunité dans mon désespoir. N'ayant nulle part où aller et aucun système de soutien, ils m'ont proposé de revenir vivre à la maison pour le bien du bébé. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était le contrôle. Pendant 6 ans, j'ai enduré leur cruauté subtile envers Nora et moi, les compliments déguisés, les rappels constants de mes échecs, la façon dont ils prodiguaient de l'affection aux enfants de Thomas tout en traitant Nora comme un fardeau indésirable. Je me suis convaincu que ce n'était pas de l'abus, juste des dynamiques familiales difficiles. Je me suis dit que je construisais une vie stable pour ma fille. J'économisais de l'argent, suivais des cours en ligne, planifiais notre évasion. Juste quelques mois de plus, je n'arrêtais pas de penser. Juste un peu plus longtemps. Mais hier, tout a changé. C'était la célébration de l'anniversaire de Thomas. Mes parents avaient invité toute la famille pour un dîner somptueux chez eux.
Thomas, sa femme, Rebecca, et leurs 2 enfants, Madison, 7 ans, et Jackson, 3 ans, étaient les invités d'honneur. Nora et moi étions là. La table de la salle à manger était magnifiquement dressée, des verres en cristal, la belle porcelaine, des fleurs fraîches. Ma mère avait préparé un festin impressionnant, côte de bœuf pour les adultes, nuggets de poulet pour les enfants. Du moins, c'est ce que je pensais. Quand la nourriture a été servie, Madison et Jackson ont reçu des portions pour enfants de la viande tendre avec des accompagnements frais. Nora, cependant, a reçu une assiette de restes de gratin datant de 3 jours, les bords noircis et légèrement moisis. Je l'ai immédiatement remarqué, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, la petite voix de Nora a interrompu la conversation du dîner. « Mamie, comment se fait-il que Madison et Jackson aient la bonne nourriture, mais la mienne a l'air vieille ?» Le silence s'est fait à table. Le visage de mon père s'est assombri de cette manière que je reconnaissais de mon enfance, le calme avant la tempête. « Excuse-moi, a dit ma mère d'un ton glacial. Je me demandais juste pourquoi. Petite morveuse ingrate, a coupé mon père, sa voix dangereusement basse. Ta mère ne peut même pas subvenir à tes besoins correctement, et tu as le culot de remettre en question la nourriture qu'on te donne dans notre maison. Thomas s'est agité, mal à l'aise. Papa, ce n'est pas grave. Elle peut avoir de la bonne nourriture. Non, a interjeté ma mère. L'enfant d'Isabelle doit apprendre sa place, tout comme Isabelle ne l'a jamais fait. J'ai retrouvé ma voix. Maman, s'il te plaît. Ce n'est qu'une enfant qui pose une question. Une enfant irrespectueuse et qui croit que tout lui est dû, a claqué mon père en se levant. Viens avec moi, jeune fille. Je pense que tu as besoin d'une leçon de gratitude. Quand il a attrapé le bras de Nora, quelque chose en moi s'est enfin libéré. Ne la touche pas, ai-je dit, me levant aussi. Le rire de mon père était froid. Sinon quoi, Isabelle? C'est ma maison. Tu vis ici parce que je le permets. Tu manges parce que je le fournis. Tu existes parce que je l'autorise. Nora, nous partons, ai-je dit, tendant la main vers ma fille. Ce qui s'est passé ensuite s'est produit si rapidement que j'essaie encore de le comprendre. Mon père a traîné Nora jusqu'au garage, moi me précipitant derrière eux. Thomas et Rebecca sont restés à table, figés par le choc. Ma mère a suivi, son visage tordu dans un sourire grotesque. Dans le garage, mon père a attrapé un marteau sur son établi. Avant que je puisse les atteindre, il avait immobilisé la main de Nora sur la surface de son établi. Pose encore tes questions stupides, a-t-il grogné à son visage terrifié. Le son écœurant du marteau heurtant la petite main de ma fille résonnera à jamais dans mes cauchemars. Sois heureuse que ce ne soit que tes doigts sans valeur. La prochaine fois, ce sera ta bouche, comme ça tu ne pourras plus jamais parler ou mâcher. Mon père a ri sadiquement en abattant à nouveau le marteau, écrasant complètement les os. Les cris de Nora ont déchiré le garage alors que je me suis jeté sur lui, le déséquilibrant. Je l'ai ramassé, berçant sa main blessée contre ma poitrine. Les déchets dégoûtants comme toi ont des restes et devraient être reconnaissants qu'on ne te jette pas à la poubelle, là où est ta place. Ma mère a craché avec une haine pure, nous barrant le chemin vers la porte. Comment avez-vous pu faire ça, ai-je crié, les larmes coulant sur mon visage. C'est une enfant. C'est votre petite fille. Comment veux-tu que nous agissions devant de la racaille, a crié mon père en retour. Nous te rendons service en la corrigeant, en lui apprenant les leçons que tu n'as jamais apprises. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à les bousculer et à fuir la maison avec Nora dans mes bras, son sang imbibant ma chemise alors qu'elle sanglotait contre mon épaule. J'ai conduit directement aux urgences, mon esprit oscillant entre l'horreur de ce qui s'était passé et la prise de conscience écrasante que c'était ce qu'ils avaient toujours été. L'abus avait juste été plus subtil auparavant. Alors que Nora dormait dans le lit d'hôpital, mon téléphone a vibré avec des messages de Thomas. Il était horrifié. Il a dit qu'il n'avait aucune idée que nos parents étaient capables d'une telle cruauté. Lui et Rebecca avaient pris leurs enfants et étaient partis immédiatement après nous. Ils voulaient aider, réparer les choses. Trop peu, trop tard. J'ai éteint mon téléphone et j'ai tenu la main non blessée de Nora alors que le poids de notre réalité s'abattait sur moi. Nous n'avions plus rien maintenant, pas de maison où retourner, pas de famille sur qui compter, juste l'une et l'autre et la longue route de la guérison qui nous attendait. Mais en regardant la poitrine de ma fille se soulever et s'abaisser à chaque respiration, quelque chose s'est durci en moi. Ce n'était pas fini. Mes parents ne s'en tireraient pas comme ça. Ni pour ce qu'ils avaient fait à Nora, ni à moi.
Une vie d'abus, de manipulation et de cruauté avait culminé dans cet acte de violence impardonnable contre une enfant innocente. Il était temps qu'ils apprennent qu'il y avait des conséquences. Le refuge que Janet avait recommandé était propre et sécurisé, sinon exactement confortable. Notre chambre contenait 2 lits jumeaux, une petite commode et peu d'autres choses. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans peur. Nora, cependant, faisait des cauchemars, criant dans son sommeil, serrant sa main blessée protectriquement contre sa poitrine. Les jours qui ont suivi ont été un enchaînement confus de visites à l'hôpital, d'interrogatoires de police et d'audiences au tribunal. Mes parents ont été arrêtés cette première nuit mais libérés sous caution en 1 semaine. Leur avocat était l'un des meilleurs de l'État, un vieil ami de la famille, naturellement. J'ai reçu un texto de Rebecca, la femme de Thomas, me demandant de la rencontrer. Malgré mes réserves, j'ai accepté de la voir dans un café près du refuge pendant que Nora était en séance de thérapie avec le conseiller Réside. Rebecca avait l'air fatiguée, son apparence habituellement impeccable légèrement débraillée. Thomas voulait venir, a-t-elle dit immédiatement. Mais j'ai pensé que tu serais peut-être plus à l'aise de ne voir que moi d'abord. Comment va-t-il, ai-je demandé, plus par conditionnement social que par réelle inquiétude. Dévasté. Confus. Elle a remué son café d'un air absent. Il n'en avait aucune idée, Isabelle. Aucun de nous. Ce qu'il y a avec les agresseurs, ai-je dit, surprise par l'amertume dans ma voix, c'est qu'ils sont excellents pour présenter une façade parfaite au monde. Rebecca a tendu la main sur la table, hésitant avant de poser sa main sur la mienne. Je veux que tu saches que Thomas et moi te croyons complètement, et nous voulons aider. J'ai retiré ma main instinctivement. Pourquoi? Vous ne vous êtes jamais beaucoup intéressé à Nora ou à moi auparavant. Son visage a rougi. C'est juste. Mais Isabelle, ce qui s'est passé, ça a changé les choses, ça nous a fait voir clair pour la première fois. Elle a pris une profonde inspiration. Nous voulons que toi et Nora veniez vivre avec nous. Nous avons une maison d'amis sur notre propriété. C'est petit, mais il y a tout ce dont vous avez besoin, et vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire. Je ne sais pas, ai-je dit, pensant au protocole de sécurité strict du refuge, aux conseillers qui comprenaient le traumatisme, aux autres femmes qui ne me jugeaient pas de ne pas être partie plus tôt. Au moins, viens la voir, a insisté Rebecca. Et sache que l'offre est valable quand tu seras prête. 2 jours plus tard, je suis allé voir la maison d'amis. Elle était charmante, une ancienne remise à calèche transformée derrière la maison victorienne de Thomas et Rebecca, avec une petite cuisine, un salon confortable et 2 chambres à l'étage. Par les fenêtres, je pouvais voir Madison et Jackson jouer dans le jardin. Nora manque aux enfants, a dit Thomas, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air plus âgé, son assurance habituelle remplacée par une hésitation timide. Je sais que c'est gênant, mais nous voulons vraiment aider. C'était étrange d'être avec Thomas sans l'influence de nos parents. Pour la première fois, j'ai vu du regret dans ses yeux quand il m'a regardé. Du regret de n'avoir jamais vu ce qui se passait, d'avoir accepté le traitement préférentiel sans se demander pourquoi. J'aurais dû te protéger, a-t-il dit ce soir-là alors que nous étions assis sur sa terrasse arrière, regardant Nora jouer prudemment avec Madison et Jackson dans le jardin. Sa main était toujours dans un plâtre, mais son moral se rétablissait plus vite que je n'osais l'espérer. J'ai toujours su qu'ils me favorisaient, mais je n'ai jamais réalisé à quel point ils étaient cruels avec toi. Tu étais un enfant aussi, ai-je dit, bien que les mots aient un goût amer. Mais j'ai besoin que tu sois honnête avec moi maintenant. Les as-tu déjà vus me faire du mal physiquement quand nous étions enfants? Tout ce dont tu peux te souvenir pourrait t'aider le dossier. Thomas a détourné le regard, mal à l'aise. Il y a eu des choses, des incidents que je me suis convaincu n'étaient pas ce qu'ils semblaient. La discipline de papa a toujours semblé plus dure avec toi. La façon dont tu sursautais quand il élevait la voix. Comment tu disparaissais pendant des heures parfois. Mais Isabelle, ils préparent déjà leur défense. Ils plaident la folie passagère, disant qu'ils n'ont jamais été violents auparavant. Bien sûr qu'ils le font, ai-je murmuré. Ils ont commencé à appeler des gens de l'église, du country club, des témoins de moralité. Et puis, il a hésité. Ils te dépeignent comme quelqu'un d'instable, affirmant que tu as toujours eu des problèmes, que tu es encline à l'exagération. Un rire froid m'a échappé. Quelle ironie. Ils m'ont rendu comme ça, et maintenant ils vont l'utiliser contre moi. En 2 semaines, Nora et moi avions emménagé dans la maison d'amis. Ce n'était pas parfait.
Vivre si près de Thomas et de sa famille parfaite ravivait parfois de vieux ressentiments. Mais c'était plus sûr que les alternatives, et en voyant Nora nouer de véritables amitiés avec ses cousins, j'ai réalisé qu'elle méritait cette chance de normalité. L'audience préliminaire, 3 semaines plus tard, fut un cauchemar. Mes parents étaient assis de l'autre côté de la salle d'audience, l'air respectable et concernés dans leurs vêtements chers. L'avocat de mon père l'a décrit comme un grand-père dévoué qui avait eu un inexplicable moment d'égarement. Il a brossé un tableau de moi comme une fille ingrate qui avait profité de leur générosité pendant des années tout en élevant un enfant indiscipliné. La seule chose qui m'a empêché de m'effondrer était la preuve physique. Les radiographies de Nora racontaient une histoire qu'aucun témoin de moralité ne pouvait réfuter. Le chirurgien orthopédiste a témoigné que les blessures nécessitaient une force considérable appliquée à plusieurs reprises, pas un moment d'égarement. Pourtant, je savais comment ces choses pouvaient se terminer. Mes parents étaient riches, des membres respectés de la communauté. J'étais une mère célibataire avec un historique de dépression documenté dans les dossiers médicaux. Si cela allait en procès, il pourrait réellement gagner. C'est alors que des fragments de souvenirs refoulés ont commencé à refaire surface. Un souvenir me taraudait depuis la nuit de l'agression, quelque chose sur la manière méthodique dont mon père avait manié ce marteau, le détachement clinique dans les yeux de ma mère alors qu'elle regardait. Ce n'était pas leur première fois. J'en étais certaine. J'ai commencé à avoir des flashbacks, des fragments de souvenirs que j'avais refoulés pendant des années. Un placard sombre. L'odeur des cigares de mon père. Le son de quelque chose qui se brise et qui aurait pu être un os. Mon propre os. J'ai besoin de voir un thérapeute, ai-je dit brusquement à Rebecca un matin alors que nous préparions les déjeuners des enfants. Elle a semblé surprise mais heureuse. Bien sûr. Je peux te recommander quelqu'un d'excellent. Elle m'a aidé à traverser ma dépression postpartum. La thérapeute, le docteur Garcia, était spécialisée dans la guérison des traumatismes. Lors de notre première séance, j'ai expliqué mes soupçons. Je pense qu'il y a plus à se souvenir, des choses que j'ai bloquées. C'est courant avec les traumatismes de l'enfance. Elle a expliqué que l'esprit se protège en compartimentant les expériences trop douloureuses à traiter. Mais Isabelle, récupérer ses souvenirs doit se faire avec prudence. C'est un processus graduel. Je n'ai pas beaucoup de temps, ai-je dit. L'audience préliminaire ne s'est pas bien passée. Si mes parents s'en sortent, ils pourraient essayer d'obtenir la garde de Nora. Ils ont déjà déposé une requête affirmant que je suis une mère inapte. Le docteur Garcia a froncé les sourcils. C'est préoccupant, mais il existe des techniques que nous pouvons utiliser pour aider à accéder à ces souvenirs en toute sécurité grâce à un travail thérapeutique minutieux. Au cours du mois suivant, grâce à des séances de thérapie prudente, les vannes se sont progressivement ouvertes. Les souvenirs ont refait surface lentement, des souvenirs détaillés d'abus systématiques couvrant toute mon enfance. Des doigts cassés quand j'ai renversé du lait à 4 ans. Être enfermé dans le sous-sol pendant des jours après avoir reçu un B sur un bulletin scolaire à 12 ans. Des brûlures de cigarettes pour avoir répondu à 7 ans. Ils ont tout consigné, ai-je halté lors d'une séance alors qu'un autre souvenir refaisait surface. J'ai vu ma mère écrire dans un journal après que mon père m'ait fait mal. Et il y avait des photos. Il prenait des photos de mes blessures. Des photos, a demandé prudemment le docteur Garcia. Pour me le rappeler. Pour me montrer ce qui arriverait à nouveau si je me comportais mal. Il gardait tout organisé, comme s'il menait des expériences. Alors que les séances de thérapie se poursuivaient pendant plusieurs semaines, ma détermination s'est renforcée. Je devais trouver ces journaux, ces photographies, la preuve qui montrerait que ce n'était pas un incident unique, mais un schéma d'abus s'étalant sur des décennies. « Tu veux faire quoi ?» a demandé Thomas, les yeux écarquillés d'incrédulité quand je lui ai exposé mon plan 2 mois après l'incident. « Je dois fouiller leur maison », ai-je répété calmement. « Il y a des preuves là-bas. » « Je le sais. » Nous étions assis dans sa cuisine après que les enfants soient allés au lit. Nora était à l'étage avec Madison et Jackson, pour ce que Rebecca avait orchestré comme une soirée pyjama pour nous donner, à Thomas et moi, le temps de parler. « Isabelle, c'est une violation de domicile. Tu pourrais te faire arrêter. Pas si tu me laisses entrer. Tu as toujours une clé, n'est-ce pas ?» J'ai soutenu son regard fermement. « Thomas, ils ont caché des choses pendant des années. Des décennies. Pense Y, crois-tu vraiment que c'est la première fois qu'ils sont violents ? Qu'ils ont soudainement craqué après plus de 60 ans à être des gens parfaits et aimants ? » Il s'est frotté le visage, fatigué.
Qu'est-ce que tu cherches exactement? Je ne sais pas encore, mais je le reconnaîtrai quand je le verrai. Ce week-end-là, pendant que Rebecca restait avec les enfants, Thomas et moi sommes allés en voiture à la maison de nos parents. Il assistait à une collecte de fonds caritative, maintenant les apparences comme toujours. L'allée familière m'a noué l'estomac, mais j'ai refoulé ce sentiment. Je n'étais plus une enfant. Je n'étais pas impuissante. Nous avons peut-être 4 heures, a dit Thomas en déverrouillant la porte. Par où veux-tu commencer? Leur chambre. Le bureau de papa. N'importe quel endroit où ils gardent des choses qu'ils ne veulent pas qu'on trouve. Nous avons travaillé méthodiquement. Thomas a fouillé le bureau de notre père pendant que je m'attaquais à leur chambre. Au début, je n'ai rien trouvé d'inhabituel, juste les possessions attendues d'un couple de la classe moyenne supérieure dans la soixantaine. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans leur dressing. Le mur du fond semblait moins profond qu'il ne le devrait. J'ai passé mes mains le long du bord jusqu'à ce que je le sente, un léger interstice dans le lambris. En appuyant sur un côté, un panneau étroit s'est légèrement ouvert, révélant un compartiment secret intégré dans le mur. À l'intérieur se trouvaient plusieurs coffrets métalliques verrouillables. Thomas, ai-je appelé, le cœur battant. J'ai trouvé quelque chose. Le premier coffret contenait des documents financiers, des relevés de comptes offshore, des preuves d'évasion fiscale s'étalant sur des décennies. Le second contenait une collection de médicaments sur ordonnance au nom d'autres personnes, clairement volés ou obtenus illégalement. Mais c'est le troisième coffret qui m'a glacé le sang. Des photographies, des dizaines, datant de l'époque où Thomas et moi étions enfants. Des photos de blessures, mes blessures, des bleus sur mes bras et mes jambes, une lèvre fendue, ce qui ressemblait à des brûlures de cigarettes dans le dos, un poignet clairement cassé. Chaque photo était méticuleusement étiquetée avec des dates et ce que ma mère avait écrit comme des infractions. « Oh mon Dieu !» a murmuré Thomas, regardant par-dessus mon épaule. « Isabelle, je ne me souviens pas avoir vu quoi que ce soit de tout ça. » Moi non plus, à peine, jusqu'à récemment, ai-je dit, les mains tremblantes en feuilletant les images. Ils m'ont manipulé si efficacement que je me suis convaincu que la plupart de tout ça n'était jamais arrivé. Il y avait aussi des journaux. L'écriture de ma mère décrivant avec des détails cliniques les mesures correctives qu'ils avaient appliquées pour corriger mes divers défauts. C'était comme lire les notes d'un savant fou, pas d'une mère. Une entrée datant de mes 10 ans s'est démarquée, le sujet continue de présenter des traits indésirables malgré des corrections répétées. Séance d'aujourd'hui, 3 coups sur la main droite avec une règle en bois pour avoir parlé sans permission au dîner. Le sujet a montré une réponse de détresse et une conformité appropriée. Nous continuerons à surveiller pour une amélioration. Ils ont tout documenté, ai-je dit avec incrédulité. Pourquoi garderaient-ils des preuves de leurs propres abus? Thomas avait l'air physiquement malade. Parce qu'ils pensent qu'ils avaient raison. Ils sont fiers de leur méthode. Nous avons continué à chercher et avons trouvé d'autres compartiments cachés dans toute la maison, derrière de faux fonds de tiroirs, à l'intérieur de livres évidés, même sous des lattes de plancher lâches dans le sous-sol. D'autres preuves de fraude financière. D'autres vols de médicaments sur ordonnance. Et le plus troublant, la preuve que je n'étais pas leur seule victime. Il y avait des dossiers étiquetés avec les noms d'autres familles, des gens qui avaient travaillé pour mes parents au fil des ans. Le dossier Enfant Martinez contenait des photographies des enfants de notre ancien jardinier datant de 15 ans, montrant des blessures similaires aux miennes. Un autre, étiqueté Garçon Henderson, documentait la correction du fils de notre précédente femme de ménage. Thomas, ce sont des monstres, ai-je murmuré, me sentant physiquement malade en parcourant dossier après dossier. Pas seulement envers moi, mais envers d'autres enfants. Des enfants dont les parents ne pouvaient pas se permettre de parler. Le visage de mon frère était devenu gris. Nous devons partir. Maintenant. Prends tout. Au moment où nous sommes partis à 2 heures du matin, nous avions 3 grands sacs de preuves et un plan. Les yeux de mon avocate se sont écarquillés alors que j'étalais les documents sur son bureau le lundi suivant. Jessica Lynn avait pris mon cas pro bono après avoir entendu parler des blessures de Nora, mais même elle ne s'attendait pas à cette ampleur de preuves. C'est considérable, a-t-elle dit, examinant les photographies avec un dégoût visible. Et extrêmement troublant. Vos parents ont documenté leurs propres abus sur enfants pendant des décennies. Pouvons-nous l'utiliser? Elle a hoché la tête lentement. Certains des abus historiques dépassent le délai de prescription pour de nouvelles accusations criminelles, mais cela établit un schéma de comportement clair qui détruit complètement leur défense du moment d'égarement.
Et les crimes financiers et la fraude aux ordonnances, ça, nous pouvons certainement l'utiliser comme moyen de pression. Thomas était assis à côté de moi, sa présence encore étrange après des années de distance émotionnelle. Il y a d'autres victimes, a-t-il dit doucement. Des enfants de gens qui ont travaillé pour mes parents. Pourrions-nous les retrouver? Jessica a tapoté son stylo, pensive. Possiblement. Cela renforcerait considérablement le dossier d'avoir plusieurs victimes témoignant du même schéma d'abus. Elle m'a regardé directement. Mais Isabelle, êtes-vous préparée à ce que cela signifie? Un procès potentiellement public, l'attention des médias, devoir revivre toutes ces expériences dans les moindres détails. J'ai pensé à Nora, à ses doigts cassés, au cauchemar qui la réveillait encore la plupart des nuits. J'ai pensé aux autres enfants dont les photographies remplissaient ces dossiers, des enfants qui n'avaient probablement jamais obtenu justice. Oui, ai-je dit fermement. Quoi qu'il en coûte. Le plan a évolué au cours des semaines suivantes. Jessica travaillerait avec un détective privé pour localiser les autres victimes potentielles à partir des dossiers. Thomas fournirait un soutien financier pour les procédures judiciaires et aiderait à convaincre les autres familles de se manifester. Et moi, je continuerai la thérapie, me préparant à témoigner si nécessaire. Mais d'abord, Jessica approcherait l'avocat de mes parents avec un accord complet. Mes parents plaideraient coupables d'abus d'enfants aggravés, renonceraient à tous leurs droits concernant Nora de manière permanente, accepteraient des ordonnances de non-contact étendues, paieraient pour tous les traitements médicaux et psychologiques de Nora, et feraient face à la justice pour leurs crimes historiques. En échange, nous pourrions envisager des peines réduites qui n'aboutiraient pas à la prison à vie. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'était leur réponse. Ils pensent que vous bluffez, m'a dit Jessica une semaine plus tard, la voix sombre. Ils ne croient pas que vous ayez réellement quoi que ce soit de substantiel. Ils pensent que vous êtes désespéré et que vous inventez des choses. J'ai senti le sang quitter mon visage. Et maintenant? Maintenant, a-t-elle dit d'un air sombre, nous abattons nos cartes. Le lendemain, des copies de documents financiers sélectionnés, rien qui n'identifiait moi ou d'autres victimes spécifiques, mais suffisamment de preuves pour soulever de sérieuses questions sur l'évasion fiscale et la fraude aux ordonnances ont été livrées anonymement au bureau du procureur de district, à la division des enquêtes criminelles de l'IRS, et à 3 journalistes d'investigation connus pour dénoncer la corruption en col blanc. L'effet a été immédiat et spectaculaire. En 72 heures, des agents fédéraux étaient à la maison de mes parents avec des mandats de perquisition pour crimes financiers. Les nouvelles locales ont publié des articles sur l'éminent couple local faisant l'objet d'une enquête fédérale pour irrégularité financière. Le statut social soigneusement construit de mes parents a commencé à s'effondrer publiquement. Leur avocat a appelé Jessica quelques heures après la diffusion de la nouvelle. Ils sont prêts à parler, m'a-t-elle dit, un petit sourire jouant sur ses lèvres. La réunion a eu lieu au palais de justice une semaine plus tard. Mes parents étaient assis en face de moi, l'air plus vieux et plus diminué que je ne les avais jamais vus. Le visage de mon père était crispé par une rage à peine contenue. Ma mère ne voulait pas croiser mon regard. Avant de commencer, a dit froidement Jessica, je veux être clair sur le fait que c'est votre unique opportunité de résoudre cette affaire avec un minimum d'exposition publique supplémentaire. Nous avons beaucoup plus de preuves que ce qui a déjà été partagé avec les autorités. L'avocat de mon père s'est penché pour lui murmurer quelque chose d'urgent. Il a repoussé l'homme avec impatience. Espèce de petite ingrate. M'a-t-il sifflé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Rupert, a averti sèchement son avocat. Non, a continué mon père, le visage bouillonnant de fureur. Elle doit entendre ça. Nous l'avons recueillie quand elle n'avait rien. Nous avons donné un toit à sa morveuse ingrate d'enfant. Et voilà comment elle nous remercie. Je me sentais étrangement calme en le regardant. Cet homme qui m'avait terrorisé toute ma vie semblait soudain petit, pathétique. Vous avez brisé les doigts de ma fille de 6 ans avec un marteau, ai-je dit d'une voix égale. Vous lui avez dit que la prochaine fois ce serait sa bouche pour qu'elle ne puisse plus parler ou mâcher. Vous l'avez traitée de déchet et dit qu'elle appartenait à la poubelle. Je me suis légèrement penché en avant. Pensiez-vous vraiment que j'allais laisser passer ça? C'était de la discipline, a finalement parlé ma mère, sa voix cassante et défensive. Quelque chose que tu n'as jamais appris correctement. De la discipline, a interjeté Thomas, surprenant tout le monde. Je ne savais pas qu'il assisterait à la réunion. C'est comme ça que vous appelez ça? Il a fait glisser une photographie sur la table, une des images de leur collection, montrant mon bras dans une position clairement anormale quand j'avais environ 7 ans.
Ma mère a visiblement tressailli. Le visage de mon père est devenu vide de choc en réalisant que nous avions trouvé leur dossier. Et les enfants Martinez? A continué Thomas, sa voix tremblant d'une colère que je n'avais jamais entendue de sa part. Le garçon Henderson? Disciplinez vous aussi les enfants des autres? Je ne sais pas de quoi tu parles, a dit mon père, mais ses yeux se sont tournés nerveusement vers son avocat. Jessica a posé un dossier épais sur la table et l'a fait glisser vers leur avocat. Voici nos conditions. Elles ne sont pas négociables. Pendant qu'ils examinaient les documents, j'ai étudié les visages de mes parents. Je cherchais quelque chose, du remords, peut-être? Une reconnaissance du mal qu'ils avaient causé. Il n'y avait rien d'autre que de l'indignation et de la colère. C'est de l'extorsion, a craché mon père après plusieurs minutes. Non, ai-je répondu doucement. C'est de la miséricorde. Parce que si vous n'acceptez pas ces conditions, tout devient public, chaque photographie, chaque entrée de journal, chaque déclaration de victime que nous avons recueillie. C'est votre choix. La vérité était que nous avions déjà commencé à trouver les autres victimes. La famille Martinez avait été étonnamment facile à localiser. Carlos travaillait toujours comme paysagiste dans la région. Quand Thomas et moi avons visité leur modeste maison pour expliquer pourquoi nous étions là, Madame Martinez avait fondu en larmes. Nous savions que quelque chose n'allait pas, a-t-elle dit dans un anglais fortement accentué. Les enfants, ils avaient peur d'aller chez vos parents. Mais mon mari, il avait besoin du travail. Nous avions besoin de l'argent. Leur fille, Anna, maintenant âgée de 23 ans et enseignante, avait accepté de fournir une déclaration. Tout comme Jason Henderson, le fils de l'ancienne femme de ménage, maintenant âgé de 26 ans et travaillant dans la construction, et deux autres que nous avions identifiés à partir des dossiers. Tous avaient des histoires similaires, une discipline excessive pour des infractions mineures, des menaces pour les faire taire, les moyens de subsistance de leurs parents pris en otage pour assurer leur conformité. Mes parents ne le savaient pas encore, bien sûr. Ils savaient seulement que nous avions leurs dossiers, leurs photographies, leurs journaux, et cela s'avérait suffisant. Après 2 heures de négociation, pendant lesquelles leur avocat a tenté à plusieurs reprises de minimiser les preuves et mon père a continué à pester contre mon ingratitude, ils ont finalement signé l'accord. Les termes étaient complets. Mon père plaiderait coupable d'abus d'enfants aggravés et recevrait 5 ans de prison. Ma mère plaiderait coupable de négligence criminelle et de mise en danger d'enfants, recevant 3 ans. Ils renonceraient à tous leurs droits parentaux et revendications concernant Nora et accepteraient des ordonnances de non-contact à vie avec nous deux. Ils paieraient toutes les dépenses médicales de Nora, sa thérapie continue, et établiraient un fonds fiduciaire substantiel pour son éducation. En échange, nous ne poursuivrions pas activement d'autres accusations criminelles pour les abus historiques et ne remettrions pas de preuves supplémentaires de crimes financiers aux autorités fédérales, bien que ce qui était déjà entre les mains du gouvernement suivrait son propre cours. Alors qu'il se levait pour partir après avoir signé, ma mère s'est arrêtée à la porte. Pendant un instant, j'ai cru voir quelque chose comme du regret traverser son visage. Mais ensuite, son expression s'est de nouveau durcie en ce masque familier de dédain froid. Tu as toujours été une telle déception, a-t-elle dit doucement, sa voix portant ce même ton empoisonné que j'avais entendu toute ma vie. J'ai souri, me sentant vraiment libre pour la première fois de mes 32 ans. Non, maman. C'est toi qui l'étais. Les mois qui ont suivi ont été une période de guérison et de reconstruction. Nora a continué la thérapie avec le docteur Patterson, un psychologue pour enfants spécialisé dans les cas de traumatisme. Nous nous sommes vus 2 fois par semaine au début, puis 1 fois par semaine alors qu'elle commençait à traiter ce qui lui était arrivé. Ses cauchemars ont progressivement diminué, et la manière protectrice dont elle tenait ses mains blessées a commencé à se détendre. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les survivants adultes d'abus infantiles, où j'ai rencontré d'autres personnes qui comprenaient les émotions complexes que je traversais, la culpabilité de ne pas avoir protégé Nora plus tôt, la colère contre mes parents, le soulagement que ce soit fini, le deuil pour la famille que je n'avais jamais vraiment eu. Le groupe se réunissait tous les mercredis soirs dans le sous-sol d'une église locale, et ces 2 heures sont devenues un point d'ancrage dans ma semaine. Avec l'aide du programme d'aide aux victimes de l'État, j'ai trouvé un emploi dans une petite agence de marketing en ville. Le salaire n'était pas spectaculaire, mais mon patron était compréhensif quant à mes besoins d'horaires flexibles pour les rendez-vous de thérapie et les dates de tribunal. Avec l'argent de l'accord que mes parents avaient été forcés de fournir et le fonds fiduciaire établi pour Nora, j'ai pu terminer mon diplôme grâce à des cours en ligne et commencer à construire une véritable indépendance financière pour la première fois de ma vie.
Thomas et moi reconstruisions prudemment notre relation. Il avait commencé une thérapie aussi, travaillant sur son rôle d'enfant chéri et la culpabilité qu'il portait pour ne pas avoir vu ce qui se passait. Rebecca était devenue une alliée et une amie inattendue, gardant souvent Nora quand j'avais des réunions tardives ou des séances de thérapie. L'enquête fédérale sur les crimes financiers de mes parents s'est poursuivie, aboutissant finalement à des amendes importantes et à une peine de prison supplémentaire pour évasion fiscale. Ils ont vendu leur maison pour payer les frais de justice et ont déménagé en Floride après leur libération, disant aux gens que j'étais mentalement instable et que j'avais fabriqué les allégations d'abus. Certaines personnes les ont crues. J'ai découvert que je m'en fichais. Ce qui comptait, c'était de renouer avec les autres victimes. Nous avons formé un réseau de soutien improbable, Anna Martinez, Jason Henderson, et les autres. Nous nous retrouvions tous les mois pour un café, partageant nos progrès et nos revers. Il y avait quelque chose de puissamment guérisseur à être cru, à valider les expériences des autres après des années de manipulation psychologique. 8 mois après l'audience, Nora et moi avons emménagé dans notre propre appartement. Il était petit mais lumineux, avec un minuscule balcon où nous cultivions des herbes et des fleurs dans des pots colorés. Nous avons peint les murs nous-mêmes, Nora choisissant un jaune joyeux pour sa chambre. Un soir, alors que nous étions assises à notre petite table de cuisine pour le dîner que nous avions préparé ensemble, elle m'a regardé avec ses yeux sérieux. « Maman, est-ce qu'on est en sécurité pour toujours maintenant ?» a demandé Nora. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne, celle qui avait été cassée, maintenant guérie mais portant de petites cicatrices. « Oui, ma chérie. Nous sommes en sécurité maintenant. Et ils ne pourront plus jamais nous faire de mal. »« Jamais ? » ?»« Jamais, ai-je promis. » Elle a hoché la tête, satisfaite, et est retournée à son repas. Je l'ai regardé manger, cet enfant remarquable qui avait tant enduré mais qui avait conservé son esprit doux. La colère que je portais s'était transformée en une détermination que le cycle se terminerait avec moi. Le premier anniversaire est arrivé avec un appel inattendu d'Anna Martinez. « Isabelle, as-tu vu les nouvelles ? Ta mère a été arrêtée en Floride la nuit dernière. » Mon cœur a eu un raté. Quoi ? Pourquoi ? Elle a discipliné les petits-enfants de sa voisine. La grand-mère l'a surprise en train de frapper un enfant avec une cuillère en bois. Ils ont trouvé des journaux, Isabelle, comme avant. Je me suis assise lourdement. Ils n'avaient pas arrêté. Ils avaient juste trouvé de nouvelles victimes. La police rouvre nos dossiers. Ils veulent des déclarations de nous tous. Après avoir raccroché, j'ai appelé Jessica immédiatement. Nos dossiers étaient rouverts, et cette fois, il n'y aurait pas d'accord. Êtes-vous prêt à témoigner ? A demandé le procureur lors de notre conférence téléphonique avec toutes les victimes. J'ai regardé les visages sur mon écran d'ordinateur, Anna, Jason, Thomas, les autres. Tous des survivants. Oui, ai-je dit fermement. Nous le sommes. Le procès a eu lieu 9 mois plus tard. D'autres victimes s'étaient manifestées, des enfants de leur communauté en Floride, des enfants d'anciens employés, même un cousin éloigné. Le schéma était identique, une cruauté calculée déguisée en discipline, une documentation méticuleuse, un terrorisme psychologique pour assurer le silence. Témoigner était difficile mais valorisant. Assise à la barre des témoins, face à mes parents de l'autre côté de la salle d'audience, racontant les abus, c'était comme revivre chaque moment, mais il y avait aussi du pouvoir là-dedans. À chaque mot, je me réappropriais mon histoire. Mon père m'a regardé avec une haine froide tout au long de mon témoignage. Ma mère a gardé les yeux baissés. Aucun n'a montré de remords. Le témoignage de Thomas a peut-être été le plus dommageable. L'enfant chéri décrivant comment il avait été utilisé comme une arme contre moi, présenté comme la norme que je ne pourrais jamais atteindre. Ils ont créé un monde où la cruauté était normale, a-t-il témoigné, où faire du mal à un enfant s'appelait de l'amour. J'ai cru à leurs mensonges pendant la plus grande partie de ma vie, mais je ne peux plus ignorer la vérité maintenant. Le jury a délibéré moins de 4 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Mes parents ont été condamnés à 15 ans chacun, des peines qui signifiaient qu'ils mourraient probablement en prison. Alors qu'ils étaient emmenés menottés, ma mère m'a enfin regardé. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas du remords, mais peut-être la compréhension qu'elle avait perdue, que son pouvoir avait disparu. Je ne suis pas resté pour les voir disparaître. Au lieu de cela, je suis sorti au soleil où Nora attendait avec Rebecca, où Anna et Jason et les autres se tenaient, se soutenant mutuellement à travers l'aboutissement de notre épreuve commune.
C'est fini, a demandé Nora en me prenant la main. Oui, ai-je dit, sentant des décennies de poids se soulever de mes épaules. C'est fini.